Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du VIE, Volontariat International. On en parlera avec Christophe Monnier, directeur de la direction VIE, donc Business France. On fera le point évidemment sur ces jeunes qui partent et puis sur la possibilité d'accéder à ce VIE. Smart Philo, le travail a-t-il perdu du sens et de son sens? On va en parler dans quelques instants avec Pierre Delbé, il est philosophe et directeur d'IFAE. On fera le point parce que c'est le sujet central de ces derniers mois. Le cercle RH, l'évolution du métier de manager. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. C'est quoi un manager? Quelle est sa mission? Est-ce qu'il doit évoluer évidemment au gré de l'évolution de ce monde du travail? On en parlera avec des experts. Ce sera le débat de Smart Job. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise? Une étude passionnante réalisée par MMA et les entreprises du futur sur leur état d'esprit et sur leurs inquiétudes aussi. On fera le point à travers les chiffres de cette étude. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous avez entendu parler, ou vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, le VIE, le volontariat international en entreprise. C'est un outil, on va en parler dans quelques instants, qui est très efficace parce que tous ceux qui ont fait ce VIE sont revenus comme des ambassadeurs en disant c'est génial. Et on en parle avec Christophe Monnier. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur à la direction VIE, donc chez Business France, qui est l'organisme qui pilote ce volontariat international en entreprise. On a fait un titre un peu humoristique, mais qui n'est pas totalement. D'ailleurs, la VIE, c'est la vie. Je le dis avec beaucoup de sérieux parce que tous ces jeunes qui vont partir à l'étranger et qui vont quitter leurs parents, le cocon familial entre 18 et 28 ans, surtout quand on a 18 ans, ils reviennent, ils sont transformés. Exactement, le VIE, c'est toujours une expérience très forte pour les jeunes qui ont l'opportunité d'accomplir. Alors c'est une forme de service civil qui permet à des jeunes Français ou Européens âgés de 18 à 28 ans de partir en mission à l'étranger pour le compte d'une entreprise française et pour une durée significative. C'est minimum 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Alors vous avez fait une étude qui est passionnante avec l'EDEC sur 3747 anciens VIE, vous avez sondé. Alors 97% des répondants disent qu'ils conseillent le VIE aux jeunes diplômés, donc ça c'est évident que ça fonctionne très bien. 92% des VIE ont trouvé un emploi en moins de 6 mois et 3 jeunes sur 4 considèrent que le VIE comme un accélérateur de carrière. C'est quoi le phénomène qui se produit quand on part faire ce VIE? Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent vraiment une expérience quasiment initiatique. C'était les mots de l'EDEC en disant qu'effectivement, quand on est confronté à un autre environnement, ça permet tout simplement de grandir en s'adaptant, en gagnant aussi en confiance en soi, en pouvant aussi acquérir de nouvelles compétences. Alors, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Et les jeunes qui reviennent de mission, effectivement, nous disent que ce dispositif, le VIE, c'était pour eux un accélérateur de carrière et ça leur a permis de grandir. Concrètement, la mise en place du dispositif, est-ce que c'est facile d'accès? Parce que évidemment, quand tous les jeunes ou les parents qui vont regarder l'émission vont dire mais écoute, il faut que tu partes en VIE parce que d'abord, évidemment, on apprend une langue nouvelle, un environnement nouveau, de nouveaux modes de management. Bref, on ouvre son champ. Concrètement, c'est compliqué ou pas de décrocher le sésame? Le VIE, c'est un grand service public français qui date d'il y a plus de 20 ans, qui a été mis en place à la fin du service militaire national. Donc c'est Jacques Chirac qui l'avait. Exactement, il a souhaité maintenir en fait cette forme de volontariat pour le compte des entreprises françaises. Et effectivement, il est ouvert donc sans condition de diplôme pour l'ensemble des jeunes Français et Européens. Donc sans condition de diplôme, ça veut dire qu'effectivement, n'importe quel jeune peut candidater. Et pour cela, il a différents moyens. Il peut
Tout d'abord, allez sur notre site internet, le volontariat international, c'est très simple, vous allez sur votre moteur de recherche. On met son nom, son prénom et toutes ses coordonnées. Vous rentrez vos coordonnées, vous avez accès à l'ensemble des offres sur le site. Donc chaque année, on sort à peu près 7000 à 8000 offres de missions VIE dans plus d'une centaine de pays. Vous, votre boulot, très concrètement, enfin, vos équipes, c'est évidemment de glaner dans le monde entier. Il y a combien de pays là, connectés avec ce VIE? Aujourd'hui, c'est quasiment 120 pays dans lesquels on peut réaliser une mission VIE. Alors 60% des missions sont situées dans les pays européens, donc les pays voisins de la France, là où on a nos échanges économiques principaux. Mais on a par exemple en ce moment l'Amérique du Nord qui repart très très fort, les États-Unis, le Canada, et puis ensuite vous avez vraiment tous les grands hubs internationaux, les Dubaï, Singapour, Hong Kong, le Japon bien entendu. Concrètement, on a des jeunes qui sont très très heureux et qui en général cartonnent dans leur carrière ensuite parce qu'ils arrivent plus fort sur le territoire et sur le marché du travail français. Combien reste-t-il? Parce que je suis persuadé qu'il y en a qui tombent tellement amoureux du pays dans lequel ils sont installés qu'ils n'ont plus envie de revenir. Vous avez des statistiques? Oui, on a à peu près la moitié des jeunes qui vont rester dans le pays. Les 3/4 vont rester dans une carrière internationale, une dimension internationale, même lorsqu'ils reviennent en France. Ils continuent à travailler en lien avec l'international. Et beaucoup, alors soit restent dans le pays dans lequel ils ont accompli leur mission, soit ils vont travailler dans un autre pays. Ce qu'il faut souligner, c'est que la moitié d'entre eux, ils vont rester dans l'entreprise pour laquelle ils ont fait leur mission. C'est vraiment un outil de fidélisation aussi pour les entreprises. Au niveau des niveaux de carrière, on l'a dit, 18-28 ans. Alors c'est très variable parce qu'on peut démarrer un VIE quand on a 26, c'est-à-dire après avoir fait un master, mais 18 ans, on sort du bac. Comment l'entreprise recrute quelqu'un qui sort du bac? C'est très compliqué. On le recrute sur ses soft skills, sa motivation. Comment on fait là? Alors là, vraiment, les entreprises ont le choix des candidatures. Et donc des candidats, ils vont pouvoir avoir accès à notre base de données. Donc actuellement, près de 40 000 CV qui sont disponibles. Donc tout le monde ne gagne pas quand même. Il n'y a pas 40 000 jeunes qui partiront. Tout le monde ne gagne pas, mais en fait, on a, vous voyez, à peu près une dizaine de milliers, quasiment 10 000 départs sur un an et demi. Donc ça permet quand même aux jeunes qui persévèrent d'obtenir une mission. Juste un mot quand même, c'est important. On parle beaucoup de diversité et d'insertion, notamment des jeunes des quartiers en difficulté. Comment on fait pour les accompagner? Parce qu'on sait que c'est galère. Il faut le billet d'avion, il faut le logement, il faut les bagages, il faut l'argent de poche, tout ça. Ce qui est très important à souligner, c'est que les jeunes qui sont en mission VIE, ils perçoivent une indemnité qui est liée à leur pays de mission. C'est une indemnité fixe, donc qui ne dépend pas de leur expérience ou de leur niveau de fonction dans l'entreprise. Que l'on ait 18 ou 28 ans, bac plus 5 ou bac. C'est la même indemnité, mais effectivement, on va mettre en place des dispositifs de soutien plus importants. Par exemple, pour les jeunes qui sont issus de formations courtes, on va, dans le cadre du plan de relance, doubler notre soutien, donc le chèque relance VIE, à 10 000 €. Donc on va quand même adapter les dispositifs en fonction des profils. Juste un mot avant de nous quitter, il nous reste 30 secondes. J'ai vu que c'était quand même principalement des métiers, je dirais, du tertiaire ou des métiers de cadre. Est-ce que c'est ouvert aussi aux menuisiers, aux peintres, aux plombiers? Alors exactement, on se diversifie de plus en plus en termes de typologie de mission. Là, hier, on a publié sur LinkedIn une success story d'une petite entreprise, c'est une pâtisserie française aux Pays-Bas et qui a recruté une personne qui sortait d'un CAP pâtisserie. Donc c'est ouvert aussi aux métiers manuels, aux métiers techniques, parce que c'est vrai que la France, avec son art de vivre, sa cuisine, notamment sa restauration, attire évidemment, peut attirer. On recherche tous les profils effectivement pour ces missions à l'étranger. Rappelez-nous le site, c'est important. Mon volontariat international. Mon volontariat international, le VIE, c'est la vie, je ne m'en lasse pas de ce titre. Merci Christophe Monnier, directeur à la direction VIE chez Business France. Merci de nous avoir rendu visite. Justement, on parle du travail et de l'envie d'aller travailler. On en parle justement, c'est Smart Philo, la place du travail, la valeur travail. On en parle, c'est tout de suite. Smart Philo et cette question centrale, parce qu'on en parle depuis le Covid et l'après-Covid évidemment, le travail a-t-il perdu de son sens? Oui, c'est une question que vous posez, vous décideurs, évidemment les politiques et tous ceux qui sont dans l'écosystème. Et bien sûr les philosophes, et on accueille Pierre Delbé. Bonjour Pierre. Bonjour. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. Je voudrais signaler quand même deux petites choses. D'abord ce livre qu'on présente à chaque fois, qu'il ne faut pas oublier, 10 clés pour repenser le management
à travers Aristote. Ça, c'est votre livre. Et puis, vous êtes amusé, parce que c'est intéressant aussi de le vulgariser, à travers des podcasts, chapitre par chapitre, Aristote, sur Apple Podcasts, chez Deezer, chez Spotify et sur YouTube, avec, en nous prenant par la main, chapitre par chapitre. Vous avez raconté, cette fois-ci, avec votre voix, l'intérêt de se pencher sur tous les sujets qu'a traité Aristote. Revenons à notre sujet. Covid, télétravail, grande démission, et cette démission silencieuse dont on parle ici en France. Qu'est-ce qui se passe dans notre relation au travail? Alors, il se passe beaucoup de choses. Et on peut prendre le sujet de différents points de vue. Moi, le point de vue qui m'intéresse ici, c'est le point de vue du sens. Le sens du travail. Est-ce que nous avons perdu du sens du travail? Vous savez, on entend beaucoup parler du sens, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ah oui, ça on en parle beaucoup. Alors, si je puis me permettre, je dis le sens, c'est trois choses. Un, c'est une sensation, le sens du toucher, le sens de la vue, etc. C'est une sensation. Deux, c'est une signification. Je comprends, ça a du sens pour moi, ce que vous me dites, etc. Signification. Et trois, c'est une direction. Je sais où est-ce que je vais. Trois sens du mot sens, déjà, pour simplifier les choses. Pour simplifier les choses. Vous évoquez quand même, et ça c'est important puisqu'on évoquait il y a un instant les métiers manuels, c'est pour retrouver du sens à son travail, quand on fait un métier manuel évidemment, c'est le geste. Non, absolument. Le geste. Exactement. Le faire. C'est le faire, c'est un ensemble de gestes qui fait que l'infirmier soigne, que le médecin diagnostique, que... par des gestes. Par des gestes. On fait des gestes. Et ces gestes-là, on les aime ou on ne les aime pas. Ou on les aime plus. Ou on ne les aime plus. Parce qu'il y a l'usure, effectivement, qui fait qu'au bout de 10 ans, je fais la même chose, j'en ai ras-le-bol. Je connais par cœur ce que je fais, je ne découvre plus rien. Le travail, le geste que je produis n'a plus véritablement de sens pour moi. Et ça, c'est hors Covid, on est d'accord. Ça, c'est très philosophique, très psychologique. Oui, mais c'est ça. C'est notre premier rapport au travail qui passe par est-ce que j'aime ce que je fais ou pas. Il y a le débat du geste, la question du geste et de sa lassitude, ouais. Et il y a la question, et ça c'est très important, du résultat. Absolument. Et j'allais dire, excusez-moi d'aller un peu plus loin, de la récompense de ce résultat. Exactement. Il y a deux formes de résultats, si je puis dire. D'abord, le fait de voir le résultat de ce que j'ai fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Combien de codires que j'ai pu accompagner ne savent pas et ne connaissent pas, n'ont pas une relation intime aux produits qui sont vendus. Ils en sont un petit morceau, mais ils n'en voient pas la finalité. Ils voient globalement, mais ils ne touchent pas, ils ne regardent pas, ils n'observent pas, etc. Donc ça, je crois que c'est très important, le résultat. Mais le résultat, c'est aussi la récompense, comme vous le dites très justement, et notamment la rémunération. Il y a effectivement des travaux, des jobs, n'est-ce pas? Mais vous dites job, hein, c'est intéressant. Oui, c'est ça, dans lesquels on va beaucoup se donner, mais qui ne sont pas rémunérateurs. Et on se dit, non, mais ça va pas, ça manque de sens. Voilà. Le résultat, c'est quoi? C'est que je puisse avoir une bonne rémunération et ce que je vois que ce que je fais est vraiment utile. Avant de parler de l'interaction entre les hommes dans une entreprise, qui est aussi un élément clé de l'envie ou pas d'aller au travail, il y a aussi l'idée, au-delà du salaire, de la reconnaissance. Absolument. Parfois des métiers mal rémunérés, mais lorsqu'on est reconnu, on accepte. Il y a de ça un peu, non? Oui, alors ce que vous dites là, ça peut paraître même un peu manipulatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je te reconnais, donc c'est suffisant. Oui, voilà, j'entends. Bon. Mais j'étais sincère en disant. Oui, non, mais je comprends bien. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une reconnaissance. Vous savez, aujourd'hui, très souvent, on ne reconnaît pas, parce qu'on ne veut pas dire que ce travail est bien fait. Cette reconnaissance est pourtant très, très importante. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si jamais je reconnais le travail qui a été bien fait, on va me demander une rémunération supplémentaire, etc. Donc on préfère ne pas. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, je crois que c'est très important, effectivement, cet aspect relationnel qui donne du sens. Dans les jeunes générations, très souvent, il arrive que les jeunes générations disent « Moi, je m'en fiche à la limite de ce que je fais. Mais ce que je veux, je voudrais pouvoir le faire dans une ambiance qui soit sympa. » Et ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Parce que, vous comprenez, on peut être empoisonné. Je connais des gens qui travaillent, qui font un métier qu'ils aiment, et qui voient le résultat. Ils font un bon travail. Ils ont de bons résultats. Mais ils le font dans une ambiance qui est catastrophique, avec un manager qui leur empoisonne la vie, etc. Et on va en parler des managers, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, la manière dont les managers doivent se comporter. Donc vous nous dites, dans la proportion, c'est quoi, dans le rapport au sens, ce qui prédomine, c'est le manque de reconnaissance, c'est le fait qu'on aime son métier in fine, mais que finalement l'environnement nous pollue la joie de le faire.
Vous savez, moi je vois par exemple, il y a des jeunes que je peux rencontrer qui me disent, bon, alors moi c'est bien, hein, je fais un travail qui est bien payé, ça va bien, etc. Mais bon, il me manque un truc, vous comprenez, ça sert à rien ce que je fais. Je vois, ça n'a pas vraiment une raison d'être suffisante, vous voyez, une raison d'être sociétale. Est-ce que ce que je fais, ça contribue à quelque chose ou pas? C'est un peu de gadget, c'est un peu aussi toxique pour la santé ce que je produis. Voilà, les gens achètent, ils sont contents, mais en fait, c'est pas si bien que ça, etc. Donc, vous voyez, ce sont des gisements de sens, tout ça. Ouais, c'est presque un débat anthropologique que vous soulevez là. C'est plus qu'un débat philosophique. Oui. C'est ma place dans le monde et l'action et les gestes que je produis pour le détruire. Oui. C'est ça la question qui est posée. Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on sait très très bien que on peut avoir un job qui est économiquement satisfaisant, y compris relationnellement, mais qui ne sert pas véritablement à la communauté et à la société. Donc on s'interroge, vous voyez, et c'est normal, et je pense même que c'est bien. Merci Pierre, en tout cas, d'être venu nous éclairer. C'est un sujet qu'on peut traiter d'ailleurs toutes les semaines, quasiment par thématique, parce que c'est matriciel, en fait, ce rapport au travail. Merci Pierre d'être venu nous rendre visite. Aristote, 10 clés pour repenser le management, c'est votre livre. Et puis il y a un podcast, toujours, Aristote, 10 clés pour repenser le management, sur tous les podcasts que l'on connaît, Deezer, Spotify, YouTube. Allez donc l'écouter. C'est qu'en plus, Pierre Delbé a une très jolie voix. Merci Pierre de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser, devinez à quoi? Aux managers, leur rôle, leur place. Ils sont bousculés, ces managers, ils ont perdu eux-mêmes le sens de leur mission. On va en parler avec nos invités qui sont des experts et qui justement les accompagnent. C'est juste après la pause et c'est le cercle RH. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on va s'intéresser alors peut-être au mot qu'on utilise le plus dans cette émission, le mot manager. On en parle quasiment dans toutes nos émissions, mais qui est-il donc ce manager ou cette manageuse? Il y a des femmes. Quelle est leur fonction? Comment leur métier a évolué avec la crise Covid, on le sait, avec le numérique? Qui sont-ils? Et comment doivent-ils aujourd'hui manager ou diriger, on reviendra sur ce mot, leurs équipes? On en parle avec mes invités. À ma gauche, Léa Coubret. Bonjour Léa. Ravi de vous accueillir, consultante senior chez The Salmon Consulting, je pense l'avoir bien prononcé. Merci d'être là. Vous nous parlerez de la mission et puis de vos expériences aussi passées sur la psychologie, sur l'accompagnement aussi de ces managers. Florence Rollo est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coachline, qui est une start-up qui propose des formations pour des managers, et vous tenez beaucoup aussi à ce que l'on dise que vous avez créé un collectif beaucoup plus large avec des formateurs, des consultants, des coachs, pour essayer de répondre aux besoins très larges des managers, et Dieu sait s'ils en ont besoin ces derniers mois. Merci d'être là. Merci. Et puis Anselme Jalon est avec nous. Bonjour Anselme. Bonjour. Directeur général de Numa. Alors, on le définit comment? C'est une plateforme numérique, Numa? Non, aujourd'hui on est un organisme de formation. Pour dire très clairement les choses, on répond à 3 grands besoins chez Numa. D'abord, se former sans mettre le business, l'opérationnel en pause, avec des classes virtuelles très courtes de 2 heures, et uniquement en ligne. Deuxième point, on a une approche très pratico-pratique. On met les participants, des collaborateurs, des managers, dans des études de cas, dans des mises en situation. Et troisième point, on forme, pas avec des professeurs, pas avec des consultants non plus, mais avec des coachs qui vont avoir 15-20 ans de métier. Donc voilà, on se définit comme l'école digitale sur les nouvelles pratiques de travail. Alors, commençons par le début, parce que pour essayer de comprendre un sujet, il faut d'abord le diagnostiquer. C'est un peu le propre d'un médecin. Votre définition très courte d'un manager, parce que moi, je me creuse la tête depuis 2 ans que j'anime cette émission. J'arrive pas à savoir c'est quoi un manager. Il n'y a pas de définition juridique sur sa feuille de paye. Il n'y a pas marqué manager. Et pourtant, on utilise toujours ce mot. Exactement, tout le monde peut être manager. Et d'ailleurs, les managers managent parfois leurs managers. Ce que je trouve intéressant, au-delà de la question de la définition, c'est le sens qu'il y a derrière. Et je pense qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit encadrer et faire grandir. Encadrer et faire grandir. Je retiens ces mots. Florence. Oui, tout à fait, je rebondis exactement sur cette définition. En plus, pour moi, ils sont des relais. Des relais d'ailleurs d'une entreprise qui est devenue très complexe et qui est dans la complexité en permanence. Et en fait, c'est comment ils vont relayer la stratégie de l'entreprise, comment ils vont relayer les stratégies RH, comment ils vont relayer les process, ce qu'il va y avoir, pour qu'in fine, au bout de la chaîne, il y ait les résultats. Et mettre du ça, sens. c'est complexe. Et mettre du sens, parce que parfois on impose des process à des collaborateurs qui ne comprennent pas très bien pourquoi on leur dit. Et si on n'y met pas de l'humain, quelle est votre définition, vous qui les croisez, vous qui, à travers vos équipes, avez contact avec eux?
Moi, je vais plutôt parler des missions du manager. Je pense qu'il y a des missions assez classiques, type faire du feedback, faire des points one-to-one, faire du recadrage, avoir une conversation difficile, motiver, qui sont les missions plutôt classiques, qui sont des compétences essentielles et qui sont parfois les plus difficiles à acquérir. Vous vous sentez manager tous les trois là? Est-ce que je peux vous considérer autour de cette table comme des managers? Moi, oui, je suis manager, ça c'est clair. Manager, forcément, directeur général. Forcément, ouais. Est-ce que vous vous sentez manageuse? Oui, c'est en construction. Je pense qu'on apprend tous les jours à être manager et d'ailleurs c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en France. En France, dans les écoles de commerce, on apprend avant tout à être rationnel, alors que finalement, en tant qu'humain, 95% de nos décisions sont prises de manière émotionnelle. Et donc en entreprise, on a parfois tendance à laisser les émotions au pas de la porte. Mais le Covid a bousculé le mental et l'attitude des salariés. On l'avait il y a quelques instants avec ce philosophe qui revenait sur le sens du travail. Les salariés qui rechignent, qui démissionnent, qui traînent des pieds, qui viennent au travail la boule au ventre. Et on l'entendait tout à l'heure, c'était l'environnement qui était plus impacté finalement que le plaisir de faire son travail. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de plaquer un management de Taylor, 1911, comme ça en silo, où il faut imposer des règles, produire, mais le monde a totalement changé. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, tout serait complètement à revoir. On part de l'organisation, de comment l'organisation, dans sa culture, dans sa raison d'être, va être capable déjà d'inclure finalement toutes les personnes de l'organisation et à quel niveau. Et ensuite, comment à travers ça, on va pouvoir aussi recréer des espaces de circulation. Beaucoup de gens vous diront que dans l'entreprise, c'est siloté, que les gens ne se communiquent pas, il n'y a pas de fluidité. Donc déjà, comment voulez-vous que le manager, qui est donc soi-disant est principalement aussi un relais, arrive... Il est censé être au courant de tout, lui-même c'est pas tout. Donc déjà, au départ, la mission est difficile avant de rentrer dans les sujets que vous évoquiez. Mais excusez-moi de revenir à ce sujet parce que ça vous impacte vous directement dans vos activités et d'ailleurs tous les trois. Il n'y a pas un malentendu dans le recrutement des managers parce que même dans des chaînes de télévision, le manager, c'est souvent celui qui monte un peu à l'ancienneté. Il devient manager, il va gérer des équipes, mais on ne lui demande pas s'il a envie d'être manager, on lui dit tu as l'expérience, tu vas gérer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas partir d'une base sur la psychologie, sur des soft skills, sur des études un peu plus scientifiques? Non, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je rebondis sur le point qui est très juste. En fait, on apprend tout en école de commerce, en école de management, sauf à manager, ce qui est quand même un sujet. Et puis ensuite, là, vous parlez au patron d'école. Peut-être changer les programmes aussi, non? On est passé par là, donc changer les programmes aussi, que ce soit plus proche de la vie réelle. Vous faites 4 ans d'études, mais vous arrivez dans une boîte et vous dites, je ne sais rien, quoi. Pas rien, mais on ne sait pas manager, je pense, ou pas bien. Et ensuite, le point, c'est que souvent en France, management, le poste de manager est un statut, un grade, et pas vécu comme un passage, comme une mission à part entière. Donc on va chercher une étiquette, on va chercher un galon sur son épaule, et on n'accompagne pas ce changement-là en tant que tel. Mais vous êtes sensible à cette question chez Salmon, c'est la psychologie, la façon dont l'être humain, manager, doit se comporter. Tout à fait. Il doit évoluer. Tout à fait. Et l'un des symptômes aujourd'hui de ce manque d'évolution, c'est ce qu'on peut appeler par exemple le quiet quitting, en français la démission silencieuse. En fait, le quiet quitting, c'est l'idée qu'en tant qu'actif, on va seulement faire ce qu'il y a dans sa fiche de poste. On pense chez Salmon que c'est pas de la fainéantise de la part des actifs, c'est un désengagement en fait dans le lien, dans la relation à l'entreprise. Plus envie de m'impliquer humainement. Exactement. Et d'ailleurs, 6% seulement des Français se déclarent comme engagés dans leur travail. C'est vrai. Et donc du coup, derrière, il s'agit en fait de penser les leviers de cet engagement et quels sont les nouveaux leviers, quelles sont les nouvelles recettes de cet engagement dans cette nouvelle équation dans la relation au travail. Donc par exemple, l'une des idées clés pourrait être de passer d'un lien transactionnel, je fais seulement ce qu'il y a dans ma fiche de poste, à un lien émotionnel. Et ça, c'est le manager qui va en être l'interface principale. Pour pinailler, pour aller un peu plus finement, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la chronique de Pierre Delbé, il y a l'interaction de la reconnaissance. Et quand on entend les collaborateurs, ils vous disent moi je m'investis mais j'ai pas de reconnaissance de mon manager. C'est un énorme sujet, la reconnaissance, elle est à tous les niveaux de l'entreprise. Et en fait, j'entendais ce que disait votre intervenant précédent sur cette peur, c'est quand même incroyable, cette peur qu'il y aurait que si on reconnaît
le travail... Il va demander l'augmentation. Je veux dire, là, c'est vraiment, effectivement, on est sur les années 50. Dieu merci, ça a quand même beaucoup évolué dans beaucoup d'entreprises. Et la question de reconnaissance est vraiment prise en main. De l'engagement, c'est un vrai sujet. Il y a des études, des monitorings qui sortent tous les ans dans tous les pays du monde. Parce que, bon, tous les pays, grosso modo, ont un peu le même sujet sur l'engagement. Donc là, il y a un gros travail à faire de la part de ceux qui accompagnent. Mais Léa dit quand même un truc intéressant, parce que je voudrais quand même faire un petit pas de côté. Les managers sont bousculés, il y a le numérique qui les impacte, ils ont des pressions de la direction pour évidemment créer de la valeur. Et puis, quand on parle à des managers en off, ils le disent rarement sur un plateau, ils vous disent, moi je suis face à des salariés qui ne veulent plus travailler. Je le dis abruptement, mais je le dis comme ça. Vrai ou pas vrai? Vous les avez, ces managers qui vous disent, moi j'ai des équipes que j'arrive plus à embarquer, quoi. Ils veulent plus. À engager, justement. Avant d'investir ce point, en effet, le point de la reconnaissance, il va en être l'interface principale. Dans les bons comme dans les mauvais côtés. Chez les collaborateurs les plus engagés, la variable la plus forte, c'est celle du sentiment de reconnaissance par le manager, puisqu'il va en être l'interface principale. Mais c'est le premier... Et c'est le premier aussi qui va être cité en cas de burn-out comme étant la cause du burn-out. Le manque de reconnaissance de la part du management. Évident. Et une piste intéressante pour ça, de la part du manager, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous investiguez peut-être dans les soft skills à construire chez les managers, c'est comment en fait être le vecteur de cette reconnaissance. Il y a une piste qui est intéressante, c'est celle de la culture de la sincérité au travail, qui a été théorisée par Kim Scott dans son livre Radical Candor. C'est l'idée donc justement de prendre la part d'émotionnel du manager, des équipes aussi, de ne pas la laisser à la porte et de vouloir les faire grandir avec bienveillance. Mais faire grandir avec bienveillance ne veut pas dire de ne pas dire les choses qui doivent être dites. C'est ce que vous évoquiez d'ailleurs dans votre définition, parce que j'ai bien retenu ce que vous disiez, vous dites, il y a aussi du recadrage. Et vous évoquiez cette question de la vérité, le langage vrai. Il y a quand même chez le manager peut-être parfois un manque de partage aussi. On se dit les choses, mais il faut aussi qu'on soit dans le partage, j'allais dire presque émotionnel. On doit aller jusque-là, où le manager doit toujours être comme ça, avec son masque, froid, un peu l'image d'Épinal que parfois on peut voir au cinéma quand on veut caricaturer un manager. Non, moi je crois beaucoup à l'apprentissage entre pairs, justement, entre managers, et au fait de former des communautés de managers pour qu'ils puissent apporter un effet miroir, du feedback entre pairs, et complètement parfois décaler le sujet et décaler la vision sur un sujet complexe. Mais le recadrage, vous y tenez, vous êtes directeur général. Il y a des moments où il faut commencer à redonner des lignes, à replacer les choses. Et là, encore une fois, je m'autorise, tout est dans le ton. Mais oui. Parce que vous pouvez avoir des collaborateurs qui vous disent, mon manager m'a mal parlé lors d'un recadrage, et moi je me mets en arrêt maladie et je vais au burn-out. C'est quand même très subtil, c'est très fin quand même. Une des choses les plus difficiles en management, c'est avoir une conversation difficile. J'ai coutume de dire une conversation difficile, c'est 95% de préparation et 5% de conversation. Et en fait, pour ramener la chose difficile. Pour ramener la chose et pour la préparer. Et c'est quelque chose qu'on apprend assez mal en fait, et qui génère du coup beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude de la part des managers, parce qu'ils ne savent pas faire. Ils stressent avant, ils stressent pendant, et puis souvent l'entretien se passe mal. La personne sort de la conversation difficile, on a commencé par dire qu'on était désolé, on termine par dire qu'on était désolé, et donc finalement on n'a pas très bien compris. Et vous, directeur général, manager et celui qui est en face, tous les deux vont avoir la boule au ventre en sortant, ils vont avoir très mal vécu ce moment, parce que évidemment derrière le manager il y a un être humain. Que ça s'accompagne et qu'il faut arriver à casser les codes et casser parfois des fausses théories qu'on apprend, commencer par du positif et mettre le recadrage au milieu et terminer par du positif, ça c'est faux. Et il faut réapprendre en fait à avoir des conversations difficiles. Donc il faut remettre dans les écoles de management et de commerce un peu de psychologie, et parce que je pense que la notion de psychologie, d'apprentissage du mot, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Parce qu'on a commencé l'émission, vous avez une palette de consultants très large. Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre et qu'ils ne savent pas encore? On doit d'abord, effectivement, ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que l'émotionnel dans toutes les interactions est présent de façon majoritaire. Donc, ils doivent prendre en compte ce facteur, ils doivent se connaître. On parle de notion d'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits là-dessus. Tout le monde ne part pas du même niveau. On est d'accord. Donc, il est important d'adresser les personnes là où elles sont. Et d'ailleurs, nous, on fait beaucoup de coaching préventif maintenant. C'est-à-dire qu'on propose des accompagnements en amont de façon à ce qu'on puisse prévenir tous les sujets dont nous sommes en train de parler et accompagner de façon individuelle, parce que les personnes ne sont
pas identiques les unes aux autres. Là, vous pouvez faire une formation avec 50 personnes dans la salle, parce que chacune a sa sensibilité et son ressenti. Chez Salmon, comment... Il y a quand même un débat de recrutement à la source. Est-ce que vous alertez aussi les décideurs sur attention, parce que parfois on va un peu vite, on va nommer un tel parce qu'il a l'expérience, sans avoir vérifié quelques prérequis sur sa capacité d'écoute, sur sa capacité d'empathie, voire même de bienveillance. Est-ce que tous ces sujets-là sont vraiment pris en compte ? Parce que les conclusions, c'est on démissionne, on s'en va, on claque la porte, on fait un burn-out et on n'est pas bien. Oui, il y a le sujet du recrutement. En effet, le fait de prendre en compte les soft skills. On l'a dit, le fait de savoir, par exemple, être vecteur de reconnaissance. Il y a aussi, en fait, un sujet, en France en particulier, sur l'idée d'une carrière. La carrière, aujourd'hui, est verticale. En fait, pour grandir dans une entreprise, il faudrait forcément monter les échelons, devenir manager, c'est vrai, dans les grandes boîtes. Des managers. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on grandit dans l'idée qu'il y aura 3 temps dans notre vie. Le temps de l'éducation, le temps de la carrière, le temps de la retraite. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout le monde ne veut pas forcément monter de manière verticale. Il y a peut-être des personnes qui ont davantage de capacités pour devenir des experts, par exemple, et non pas manager. Et donc, pour ces personnes-là, l'entreprise aussi peut encadrer leur parcours en leur permettant, par exemple, la mobilité horizontale. L'idée de passer d'un job à l'autre. Sans pour autant monter en grade. Sans pour autant monter. Parce que vous avez les collaborateurs, et d'ailleurs c'est intéressant d'entendre des boîtes de recrutement qui poussent parfois des collaborateurs ou des chasseurs de tête, et les gens leur répondent « mais moi j'ai pas envie de prendre des responsabilités ». Ça vous l'entendez ça de plus en plus Oui, on a près de 1 4 sur 5 qui refusent aujourd'hui de manager cette équipe. Donc il y a un désamour du management très clair. Pour aller, il nous reste 4 minutes, mais ce désamour, c'est parce que on a peur de ne pas être à la hauteur, ou c'est parce qu'on n'a pas les outils pour être capable de s'exprimer en public, de pouvoir accompagner. Et c'est quoi la difficulté, le fond de l'histoire ? Les deux, je pense. Les deux, oui. Je pense qu'il y a un sujet autour de l'interculturalité, il y a un sujet autour de l'intergénérationnel, 4 générations à manager, ça devient de plus en plus complexe, et puis il y a un sujet autour de l'hybride dont on n'a pas assez parlé. C'est vrai, parlons-en, tiens. Qui est, voilà, on manage aujourd'hui des équipes qui télétravail sont, présentiel là, pas du tout là, et du coup ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que le sujet, c'est, on parle d'accompagnement, on parle de formation, le sujet dont on parle pas assez, je trouve, c'est donner envie aux collaborateurs d'apprendre. Aujourd'hui, on a fait une étude, là, il y a près d'un DRH sur 5 qui se dit que sa top priorité d'ici la fin de l'année, c'est de redonner envie aux managers d'apprendre. Comment on apprend et comment on donne envie d'apprendre, qu'est-ce que c'est que ce sujet d'apprendre à apprendre finalement. Oui, sauf qu'on fait un pas de côté parce qu'au même moment il y a le COMEX qui dit mais attendez, moi j'ai pas assez de résultats et vous êtes d'accord Florence? C'est compliqué, voilà, c'est l'œuf et la poule quoi. Voilà. Ils veulent bien apprendre mais au même moment ils sont pris par des obligations de production, je pense à l'industrie mais pas seulement, enfin la grande distribution. L'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde est concerné parce qu'avoir envie d'apprendre, oui, certes, mais il faut que l'entreprise recontextualise cet apprentissage parce que eux-mêmes, je pense qu'ils ne voient pas pourquoi ils ont besoin d'apprendre. On a commencé par la définition du manager, mais je voulais vous poser la question sans vouloir scier la branche sur laquelle vous êtes tous les trois assis. Mais on en a besoin des managers parce que j'ai eu des invités ici qui me parlaient de l'entreprise bienveillante, qui est une expérience incroyable. C'est-à-dire, globalement, le salarié, l'ouvrier, il sait gérer sa machine, il prend son initiative et il n'a pas besoin d'un manager pour lui demander de le régler à 5 ou à 4 parce qu'il connaît mieux la machine que son manager, pour parler de l'industrie. On en a vraiment besoin? C'est une grande question. Oui, c'est une grande question. Nous, dans nos rapports en fait, de prospective sur le futur du travail, on voit en effet de plus en plus de mouvements vers des modèles ouverts, démocratiques. Il y a un exemple d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est celui de Buurtzorg, qui est une entreprise d'aides-soignants aux Pays-Bas. C'est la 2e entreprise d'aides-soignants aux Pays-Bas. Et en fait, ils fonctionnent en équipe resserrée de 2 à 3 personnes. Et dans l'entreprise, il n'y a pas de manager. En fait, chacun a un rôle. En tout, il y a 7 rôles. Et typiquement, le rôle du manager est transformé par celui de coach qui en fait aide les équipes à prendre leurs décisions, les connecte aussi avec d'autres experts pour avoir des sons de cloche sur les décisions. Très horizontal avec du coaching et de l'interactivité entre le je vous ai vu, non, vous êtes d'accord? On en a besoin ou pas? Pas d'accord, je pense que le manager reste je vous sens hésitant là. Un mot chapeau et juste la définition et les missions, je reparle de mes missions, vont évoluer et dans une organisation holacratique, opale, tout ce qu'on veut, il y aura toujours besoin d'encadrement
d'accompagnement, de motivation, de coaching, et ce sera une des formes, une des facettes du management. Donc, vous étiez plutôt côté Léa, Non, Florent. J'ai plutôt l'impression que vous étiez plutôt sur non, l'idée qu'on pouvait s'en j'ai- sortir par, peut-être en réinventant le modèle. J'étais du côté là parce que nous, on fait beaucoup d'intelligence collective, d'accompagnement d'organisations en intelligence collective. Donc, on connaît bien ces sujets, on a bien suivi tous les mouvements d'entreprises libérées. Ben oui. Et l'idée, c'est tout va dépendre à un moment donné de la taille de l'organisation. On est d'accord. Voilà. C'est vrai. Et c'est à partir de là qu'il faut réinventer ces fameuses courroies qu'on peut appeler manager ou autres. Et peut-être, par contre, le travail qu'il faut faire, c'est sortir du rôle du manager tel qu'il est pensé Et aujourd'hui. remettre de l'humain, enfin je m'autorise de le dire un peu Voilà, abruptement, mais remettre de l'humain. du bon sens, ouais. Et du bon pas sens. assez, mais en fait, c'est notre métier, l'humain. Et redonner de l'initiative, c'est terminé, mais redonner l'initiative à celui qui produit ou qui écrit ou qui... Vous êtes d'accord ? Oui, et quel est le rôle de l'entreprise là-dedans? Comment est-ce qu'elle anime son corps social? On à a fait. aussi beaucoup parlé du manager en tant qu'individu, mais quels sont les moyens, quels sont les rituels, quels sont les outils que donne l'entreprise C'est ça. pour faciliter cette tâche? Tout à fait. Merci pour ce débat passionnant. On a brossé Merci à vous. peut-être le portrait du manager de demain, ou de celui qui ne sera plus manager d'ailleurs, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à vouloir le faire. Faut Merci. qu'il arrive vite. Hein. Ah oui, c'est ça. On y a contribué, j'espère, aujourd'hui. Florence Rollo, merci d'être venue. Coachline, c'est votre start-up. Et puis ce collectif de formateurs, de consultants et de coachs pour accompagner justement toutes ces organisations. Merci à Anselme Jalon, CEO, directeur général V. Moi, je tombe dans le piège de l'entreprise. Directeur général de Numa. Merci de nous avoir rendu visite. Et merci à Léa Coubret, consultante senior chez The Salmon Consulting. Merci à vous trois. On va s'intéresser à une étude d'ailleurs que vous allez peut-être aller voir après avoir vu l'émission, une étude réalisée par MMA et Entreprises du Futur sur justement l'état d'esprit des décideurs, des dirigeants TPE, PME, mais aussi ETI. Ils ont un peu le moral dans les chaussettes. Et dans Fenêtre sur l'emploi, on termine par une étude passionnante qu'il faut vraiment décortiquer, prendre le temps de décortiquer sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Alors, TPE, PME, ETI, qui sont la grande majorité des entreprises. 98%. 98%. Et je vous présente tout de suite Patrick Miliotis. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là, directeur. Alors, vous êtes conseiller à la Fondation MMA, Entrepreneurs du Futur. J'ai failli vous nommer directeur général de MMA. Non, je ne suis pas assureur. Vous En n'êtes fait, pas c'est assureur. une fondation d'entreprise qui pousse un intérêt général qui est celui des entrepreneurs et de la personne de l'entrepreneur en particulier. Intérêt général, et réellement il y a un intérêt à lire cette étude. Elle travaille sur plusieurs axes, évidemment sur tous les sujets de préoccupation. Pour le dire simplement, un chef d'entreprise parmi TPE, PME, ETI se dit inquiet. Ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une partie des chefs d'entreprise qui ont quoi? Les inquiétudes, c'est celles qu'on a sur la table, l'inflation, le coût de la vie, la difficulté de... Et dans certains items, et on va le voir dans les chiffres, la difficulté de recruter. Pour notre émission, ça a un impact évidemment. Ils ont du mal à recruter. Absolument. Alors, il faut dire aussi qu'ils restent positifs. Oui, c'est Un peu vrai, plus de la moitié. aussi. Il ne faut pas cacher ça. Mais c'est vrai qu'ils sont inquiets. Et les grands sujets d'inquiétude, c'est les coûts de fonctionnement. Bon, vous avez vu au niveau de l'énergie, alors on le voyait déjà début septembre, mais dans l'énergie, pour notamment des PME industrielles, les factures d'énergie sont multipliées par 5, voire par 10. Vous avez le contexte social, l'inflation, la politique, les appros, les conditions de production et le recrutement. Et le recrutement perdure, puisqu'on a, on a ce problème déjà depuis la relance, depuis la relance de septembre 2021. Je donne quand même le détail, c'est important sur la partie qui nous concerne, le recrutement ou le renforcement de vos équipes. La question qui leur est posée, 80% sont inquiets dans les ETI, 67% dans les PME. Ça, c'est quand même un phénomène intéressant parce qu'il y a évidemment mais c'est pas très loin, les coûts de fonctionnement de l'entreprise, l'énergie, achat, ils disent qu'ils vont faire des efforts évidemment pour réduire les coûts, mais il y a quand même un gros sujet focus. Ils se disent, en fait, j'arrive plus à trouver la main-d'œuvre pour produire et créer la valeur. C'est-à-dire que l'entreprise est en danger. L'entreprise est en danger, absolument. Et vous savez, on parle d'une grande démission. Alors en fait, c'est pas du tout un sujet inédit, puisqu'on a eu à peu près le même phénomène en 2008, en fait, où sur un trimestre, on a eu 570 000 ou 540 000 démissions. Tout à fait. On a eu là. Bon. Donc, c'est pas inédit. Mais il n'y a pas de désengagement massif par rapport au travail. Ça, c'est très important à dire. C'est tout simplement aujourd'hui que les jeunes, notamment, ne trouvent plus. Vous savez, aujourd'hui, pour les jeunes, notamment les millenniums, les conditions de travail sont plus importantes que le travail.
C'est vraiment le fil rouge de notre émission aujourd'hui. Je pense, oui. J'ai ce que j'entendais tout à C'est l'heure exactement avec le fil un philosophe. rouge. Le sens, c'est plutôt la signification. Pour nous, c'était plutôt la direction, c'était la carrière, etc. Produire. Et c'est extrêmement important. Donc ça veut dire que c'est une petite révolution copernicienne. Et quand on vous interrogez ces chefs d'entreprise de TPE, de PME et de TI, il y a un autre phénomène, et là il est plus sociologique. On voit qu'à 91%, ils disent qu'ils ont, et heureusement pour eux, le soutien de leur famille. Ça, c'est 91%. Mais ils ont aussi, et ça, c'est un peu nouveau, ils ont le soutien de leurs équipes. Alors, ça, vous avez raison, c'est très important. Vous savez, en France, et notamment dans la plupart des pays développés, on a regardé un petit peu quel était le taux d'engagement des salariés. Entre 6 et 15%. Très faible. C'est très mal. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie ? Et ça perdure, hein, c'est ce que notre étude prouve. C'est que, vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des injonctions intérieures tyranniques. Sois parfait, sois fort, ne montre pas tes faiblesses, tes vulnérabilités, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, ça touchait toutes les entreprises, tous les secteurs. Donc, c'est pas ma faute. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout de suite, ils se sont ouverts à leurs collaborateurs, ils les ont écoutés. Et un dialogue s'est installé. Un dialogue s'est installé, C'est ils intéressant. ont pris soin d'eux, l'empathie, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, il y avait du care, en fait. Là. Il y avait l'idée de « je vous énormément du accompagne care, ». Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les entrepreneurs ont trouvé du sens et ont commencé à proposer. Il y a eu un problème par rapport, vous savez, en France, il y a toujours un problème par rapport à l'échec. Là, c'était pas grave. Vous avez raison, c'était externe. On se plante, on apprend. Et, si vous voulez, pendant cette période, et c'est toujours le cas, 45% des TPE, PME, ETI ont développé des nouvelles activités. Vous savez, Churchill dit... Ils se sont réinventés. Toujours, Never get a good crisis, got waste. Oui. Il faut toujours profiter des bonnes crises. Un mot quand même sur la vie personnelle, parce que ça c'est intéressant. Ça aussi, on n'en parle jamais, et cette étude s'y plonge, je vous le redis, alors, il y a le monde agricole qui est très impacté. Très impacté. C'est les chiffres les plus élevés sur tous les items qui ont Tous les été sujets cités. sont impactés. Ils sont très inquiets pour le recrutement, pour leur coût de production. Il y a un sujet sur la vie personnelle et le sport et le temps qu'ils vont consacrer. Ils disent cette crise va nous obliger à renier un peu sur notre vie, tout en disant, tout en ayant conscience qu'il faut quand même s'entretenir, faire du sport. Je trouve ça assez intéressant parce que le chef d'entreprise, il a tellement la tête dans le guidon qu'il ne pense plus à lui, qu'il s'oublie. Absolument. Le problème, c'est que le chef d'entreprise, il a un rapport existentiel par rapport à son travail et existentialiste par rapport à son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est terrible parce qu'il ne prend pas soin de lui. Il y a souvent un déni sur sa propre santé. Il se met en danger. Il se met en danger. Alors, maintenant, entreprendre, c'est très bon pour la santé. Vous avez des hauts très très hauts, mais vous avez des bas très très bas. Donc l'idée, c'est de trouver un bon équilibre. J'ai l'impression que c'est l'entrepreneur qui parle là. Ah oui, absolument. Vous avez ça dans le sang. Étude passionnante, entrepreneur du futur, on est bien d'accord, avec cette étude qui est sortie début septembre, qui est donc consultable évidemment sur le site de la Fondation MMA. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis il y a encore plein d'autres choses. Et j'évoque quand même la crise du monde agricole dont on parlera, parce que ce sont des chefs d'entreprise aussi très inquiets pour leur avenir. Merci Patrick Miliotis de nous avoir rendu visite. Merci pour votre émission. Qui est bien. Tonique. Eh bien, c'est très aimable à vous. Merci beaucoup. On termine par comme ça ce petit rayon de soleil. Ça fait du bien. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. Théo à la réalisation. Merci à notre amie Angèle pour le son. Et merci à Joséphine qui me parlait dans l'oreille aujourd'hui. Puis je remercie Lily bien sûr pour l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain. Bye bye.